Bonjour et bienvenue, chers amis étudiants, étudiantes. Bienvenue à votre podcast préféré, votre podcast d'accompagnement du cours FI 3900 Éthique et professionnalisme. C'est le nom du cours. Merci d'être là cette semaine. Jean-François Sénéchal, votre prof. Bienvenue à votre cours, à nos petites rencontres à distance, comme ça, là, via le podcast, semaine après semaine. Content de vous savoir là, via votre application de podcast préférée. Quelle est-elle? Quand je regarde les stats, surtout Spotify, dans votre cas, il y en a aussi qui consomment via YouTube. On les salue. Salutations spéciales à Justin Astir et Jérémy Bernard, qui, les deux m'ont écrit cette semaine, qui écoutent le podcast durant leur heure de natation. Easy. Je pense que c'était Justin qui disait ça. Natation easy du lundi soir. On écoute ça avec des écouteurs de natation. Je savais même pas que ça existait, ça. Donc, on peut écouter les podcasts en nageant. Voilà, un lieu insoupçonné d'écoute de podcasts d'accompagnement d'un cours universitaire. Je savais pas que c'était possible. Sous l'eau. Salutations donc à Justin et Jérémy, nos Aquaman des temps modernes. Salutations aussi à Marie-Lou Coton-Chouinard, une étudiante très engagée dans le cours qui écoute sur le terrain. Ah, j'aime cette expression. Sur le terrain, hein, dans ses travaux d'arpentage. Là, c'est au sens propre et figuré. Elle nous disait qu'elle aimait l'idée d'une écoute comme ça, là, en plein air. Et moi aussi, j'aime ça, l'imaginer en plein air par une très belle journée d'automne. Salutations à toi, Marie-Lou. D'ailleurs, pendant que j'y pense, un de vos collègues me partageait une très belle idée. Il m'a proposé de... En fait, ce qu'il me disait dans son courriel, ce serait le fun d'inviter un ou deux étudiants pour rendre les podcasts là, encore plus dynamiques. C'est vrai que ce serait le fun. Je l'ai déjà fait dans le passé, je vais sûrement le refaire, mais je vous invite. Donc, il y a sûrement des podcasteurs potentiels dans ce groupe-là qui aimeraient tester leur voix au micro. Puis, c'est sûr que c'est à mon bureau. Donc, que vous venez, c'est un petit peu intimidant un peu d'aller jaser avec le prof, mais en même temps, je suis sûr qu'il y en a qui sont assez à l'aise avec ce genre de situation. Puis ce serait le fun, puis ça en rendrait en effet le contenu un petit peu plus dynamique, puis ça vous donnerait, vous vous sentiriez mieux représenté. Hein, moi, je parlerais, non seulement je vous parlerais, mais je parlerais une étudiante en vrai qui serait là avec moi dans le studio. Puis ça serait moins triste du haut de ma haute tour d'ivoire, seul. Donc faites-moi signe si ça vous tente de tenter l'expérience. Ce ne sera pas la semaine prochaine non plus, là, mais disons au cours des prochaines semaines, on pourrait se planifier une rencontre. C'est simple, vous arrivez ici, vous asseyez, vous n'avez rien à préparer. Là. C'est moi qui fais tout, je vous explique, mais surtout, si vous ne comprenez rien, là, ça va être le bon moment de me le dire. Là. Vous allez avoir quelqu'un pour dire « je ne comprends pas », poser des questions, mais la préparation, là, c'est nul. Je prétends pas ou je ne m'attends pas à ce que vous sachiez tout le contenu du module avant de vous l'avoir donné. Donc, si ça vous intéresse, écrivez-moi, faites-moi signe. Sinon, avant que je me lance dans le contenu cette semaine, merci pour vos TP1. Donc, c'est fait, vous avez réussi. J'ai pas reçu trop de courriels avec des points d'exclamation. Là. C'est souvent un bon signe. Moi, ce que je vous promets, c'est de terminer la correction d'ici, donnez-moi 10 jours ouvrables. C'est pas que ça prend 10 jours, là, mais j'ai d'autres choses aussi à l'horaire, je dirais, dans les 10 prochains jours. Là, mais l'objectif, c'est de rentrer de la correction. C'est moi qui vais le corriger, votre TP1. Donc, je vais essayer d'intégrer ça dans mon horaire des 2 prochaines semaines, donc 10 jours ouvrables. C'est mon objectif. Puis habituellement, là, je réussis à respecter cet engagement-là. Sinon, je vous ferai signe, mais ça me surprendrait. Voilà, le TP1, bravo, c'est fait. C'est pas si compliqué. Vous l'avez vu, le TP1, là. En fait, le principal défi du TP1, c'était un défi de gestion, là, s'assurer que l'équipe est fonctionnelle, que tous les membres de l'équipe sont actifs, sont équitablement actifs et engagés. D'ailleurs, si vous avez remarqué, des collègues participants à vos travaux d'équipe qui sont plus ou moins engagés, sinon pas du tout, c'est le moment de
me signaler les problèmes. Il faut résoudre ce genre de problème tôt dans la session. Là, sinon, je vous le dis, là, ça ne s'arrangera pas. Ça risque de s'envenimer. Puis, il n'y a personne qui veut résoudre ça là, à la toute fin, là, quand vous avez 6 examens, 3 livrables dans la même semaine. Là, c'est pas le moment de résoudre ce genre de problème. On va le faire prudemment et à l'avance, s'il vous plaît. Mais sinon, le TP1, j'ai hâte de vous lire. C'était quand même assez facile, là, je le sais. C'est quelques paragraphes. C'est pas bien grave, mais en même temps, c'est le TP2 là, qui va être le plus important. Hein, c'est votre problème qui va vous servir à résoudre. Vous allez résoudre votre propre problème dans le TP2, puis le TP2, il est beaucoup plus long et difficile. Puis même si le TP1 était aisément réalisable en quelques heures, d'ailleurs j'ai vu là, en regardant les Google Docs qu'il y en a que ça s'est effectivement fait en quelques heures, puis il y en a plusieurs qui ont entendu la veille, mais voilà, ça arrive aussi. Mais le TP2, ça sera difficile de prendre le même chemin, la même stratégie. C'est beaucoup plus long. Puis je vous conseille vivement de vous y plonger le plus tôt possible dans la session, dans ce TP2. Aujourd'hui, déjà dans l'épisode, là, je vais vous proposer une grille d'analyse où là, vous allez déjà pouvoir commencer à résoudre, tenter d'analyser du moins votre TP1. Donc, entamer les travaux le plus tôt possible et pourquoi pas dès ce week-end. Sinon, aujourd'hui, module 4 dans cet épisode, vous allez être introduit, je le disais un peu plus tôt, à la grille de Legault. Donc, Georges A. Legault, c'est l'ouvrage principal du cours. Puis, il y a Georges A. Legault vous propose une grille d'analyse d'un problème éthique. Puis, c'est cette grille d'analyse que je vais vous demander d'utiliser pour analyser et tenter de résoudre le problème que vous m'avez vous-même proposé dans le TP1. Donc, la grille de Georges A. Legault, pour le reste de la session, on va l'appeler la grille de Legault. C'est pas notre premier ministre, M. Legault, mais c'est un autre Legault. Mais il est tout aussi important, du moins dans le cadre du cours. Donc, soyez attentifs dans ce podcast. Je vais vous introduire cette grille d'analyse. Puis, pourquoi être attentif? Déjà parce que, je le disais, vous allez devoir utiliser cette grille dans votre TP2. Faut commencer déjà à la maîtriser. Pourquoi être attentif? Parce qu'il va y avoir des questions à l'examen sur cette grille. Hein? Le mot examen, des fois, ça réveille, là, mais ça fait partie du contenu. C'est un outil, mais en même temps, cet outil, il faut suffisamment le maîtriser pour être capable de répondre à des questions d'examen concernant cette grille. Donc, ça prendra une écoute intense. Déjà, je vous l'introduis dans ce podcast. On va l'avoir demain en classe. Puis après tout ça, là, ça devrait déjà être mieux compris pour vous. Prêt? On y va. Pour celles et ceux qui seront en classe cette semaine, puis pour les autres, vous aurez l'occasion de le visionner dans l'enregistrement de cours. Ce que je vais voir en classe, c'est justement, on va utiliser cette grille d'analyse. On va se servir d'analyse de cette grille plutôt pour analyser un cas de triche universitaire, triche académique, plagiat. Hein, c'est un type de problème qu'on a abordé un peu au dernier cours, puis c'est ce qu'on va poursuivre en classe, c'est-à-dire que je vais vous proposer un problème de type triche, plagiat, puis on va essayer de l'analyser à l'aide de la grille de Legault, que je vais vous expliquer là aussi dans ce podcast et que je vais vous expliquer en classe. Donc, vous irez voir l'enregistrement de cours, sinon, venez assister demain en classe pour voir tout ça. Je sais qu'il y en a qui aiment le podcast, là, mais c'est pas suffisant. Là. Donc, faut écouter aussi les enregistrements, faut essayer aussi de se pointer en classe de temps en temps. Là, parce que, évidemment, il y a des redites, là, vous le voyez, entre le podcast puis le cours. Mais en même temps, ces redites-là là, vous permettent là aussi de mieux comprendre le contenu. Puis là, vous allez mieux comprendre la grille. Puis vous allez mieux comprendre aussi c'est quoi la triche universitaire, puisque ce sera notre thème en classe. Donc, dans le module 4, en classe, ce sera une étude de cas sur le plagiat. Dans le podcast que je vous propose, c'est... en fait, ça va être aussi une étude de cas où on va tenter de résoudre le problème à l'aide de la grille de Legault. Mais dans ce podcast, l'étude de cas, je vais me servir du cas de Karen Duhamel.
Hein, vous souvenez du problème que je vous ai suggéré et qu'on a analysé. On a commencé à l'analyser ensemble au cours 1 lors de notre première rencontre. Donc, je présumerai déjà que vous connaissez l'histoire de Karen Duhamel. Sinon, on est rendu au module 4. C'était au module 1, ce serait le bon moment de replonger au module 1 et de l'écouter au moins une fois, là, cette vidéo de Karen Duhamel. Donc, appuyez sur pause si ce n'est pas déjà fait, puis allez écouter ça avant de poursuivre votre écoute. OK, c'est fait, bravo. C'était déjà fait, tant mieux. Maintenant, on va se concentrer sur l'analyse du problème rencontré par Karen Duhamel. Puis, on va analyser le problème de Karen à l'aide de la grille de Legault. Encore une fois, là, dans votre TP2, 2 étapes. Analyser un problème à l'aide de cette grille et rédiger un rapport décisionnel. Concentrons-nous sur l'analyse à l'aide d'une grille qui est celle de Legault. Donc, la grille de Legault, c'est là-dedans qu'on se lance, une belle grille d'analyse. D'ailleurs, si vous voulez chercher cette grille, j'en ai mis plusieurs copies là, un peu partout sur l'ENA du cours, là, mais vous allez trouver une copie de cette grille dans le contenu du module 4. J'ai mis une grille là. Vous allez trouver également une copie dans la feuille de route, dans la section là, qui est consacrée au TP2. Vous allez trouver une grille, puis vous allez trouver aussi les explications de Legault à propos de cette grille, si jamais vous voulez plus de détails. Dans l'ouvrage Professionnalisme et délibération éthique, hein, rappelons-le, c'est l'ouvrage du cours, c'est un ouvrage auquel vous avez accès gratuitement. À la toute fin, il y a la grille. Et le chapitre en question pour suivre cette grille, c'est le chapitre 6 qui est intitulé « Prendre une décision éthique ». Puis dans ce chapitre 6, Legault vous explique la grille à sa manière. Donc, allez vous trouver une version de la grille. Vous en aurez besoin pour vos propres travaux. Puis déjà, vous l'aurez sous la main. Téléchargez-la sur votre PC, sur un disque dur, à quelque part, là, pour pouvoir y avoir accès aisément. Puis une fois que vous avez ça, vous pouvez résoudre tenter d'analyser votre problème TP1 à l'aide de cette grille. Mais là, je n'ai pas votre TP1. On va se concentrer plutôt sur le problème de Karen Duhamel. Puis on va tester la grille, si vous me le permettez. Résumons les faits peut-être. Vous allez voir dans la grille, la première chose qu'on vous dit, c'est recenser les faits. Hein? C'est la première partie de la grille. Puis je me permets de vous résumer peut-être le cas de Karen Duhamel, à quoi ça ressemblait son problème. Là, si vous venez juste d'écouter la vidéo, pour vous, c'est frais en votre mémoire, là, mais si jamais, ça fait quelques semaines déjà que vous l'avez écouté la vidéo, je me permets de vous résumer les faits. Karen Duhamel, d'abord, elle est ingénieure. Elle est toujours ingénieure d'ailleurs. Et elle s'est sortie de l'université, comme vous, là, elle était à l'université, puis là, elle avait fait ses stages, puis à la fin de son stage, elle a trouvé un beau boulot dans une grande firme de génie conseil. Pour elle, c'était Génivard. Hein, Génivard qui est après devenu WSP, qui après la commission Charbonneau, c'est ça, c'est devenu WSP, parce que des fois, il faut repartir sur de nouvelles bases avec un nouveau nom. Et Karen Duhamel, sur le chantier de réfection de l'autoroute, pour elle, c'était l'autoroute 40, me semble-t-il. Karen avait remarqué de drôles de calculs dans les quantités. On lui demandait de saisir des quantités posées, puis ça ne correspondait pas vraiment aux quantités qu'elle pouvait estimer grâce à ses calculs, ses mesures, les mesures de ses arpenteurs. Comment se fait-il qu'on pose plus de matériaux que théoriquement on devrait être capable d'en poser? Hein? Si on pose plus de matériel sur une rue, qu'est-ce qui se passe? Il y a une bosse dans la rue. C'est probablement ce que Karen se disait. Puis, là, elle se dit, c'est pas normal. Là, les chiffres sont changés. Il y a peut-être un entrepreneur qui essaie de surfacturer. Puis, elle se met à dénoncer le problème, à ne pas rentrer les chiffres de l'entrepreneur. Puis, autour d'elle, on commence à résister.
ses collègues, ses supérieurs, tout le monde résiste. Puis, elle commence à paniquer un peu. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les liens entre mon employeur et cet entrepreneur? Puis, pourquoi on refuse d'entrer les bons chiffres, hein, les bons entre guillemets? En tout cas, mes chiffres ne fonctionnent pas. Puis là, elle remarque de drôles de relations. Elle remarque qu'il y a de l'argent liquide qui circule. Tout ça, à partir du moment où on se met à ouvrir les yeux puis poser des questions, on remarque bien des choses. Puis Karen se met à remarquer toutes sortes de problèmes autour d'elle. Elle s'adresse à ses patrons. Ses patrons résistent. On va la tabletter. On va lui dire, tu sais quoi? Reste dans ton bureau, fais d'autres choses de plus plates, mais au moins dérange-nous pas. Puis ça, c'est ce qui se passe. Hein? Ça, c'est les faits. Karen est capable de documenter plusieurs choses. Les chiffres, les mauvais chiffres, ses chiffres. Elle pourrait garder des traces de tout ça. Et ça fait partie des faits. Et maintenant, si on poursuit l'analyse de ce problème, disons que c'est notre TP1. Ça, c'est pas ça, le TP1. En fait, le vôtre, typiquement, il devrait être encore plus concret et plus fréquent, je dirais. Du moins, ça faisait partie de mes critères. Mais faisons comme si ce beau TP1, c'était le vôtre. Et on va poursuivre l'analyse à l'aide de la grille de Legault. Et on va se prendre un 30 minutes ensemble pour réfléchir à tout ça. C'est un luxe que Karen n'avait pas, là. C'est-à-dire se prendre du temps pour réfléchir tranquillement à un problème, là. Pour vous, c'est assez relax comme exercice. On n'est pas dans le même genre de stress et de pression que Karen a dû rencontrer, mais c'est ça, vous êtes en train de vous former. Alors pourquoi pas se prendre ensemble 30 minutes pour réfléchir à un vrai problème qui est celui qu'a rencontré Karen Duhamel, mais on va essayer de l'analyser à l'aide d'une grille, une grille d'analyse, la grille de Legault. Il y a 4 phases dans cette grille. La première phase, je les nomme, là, prendre conscience de la situation. La phase 2, clarifier les valeurs conflictuelles. La phase 3, prendre une décision raisonnable. La phase 4, établir un dialogue avec les principales parties prenantes. Donc, 4 phases, on va passer à travers ces 4 phases. 30 minutes, ça se peut que ce soit un peu long, là. Je vais mettre quelques petits bumpers audio là, pour marquer comme ça le pas. Là. Ça vous démontrera que ça donnera un signal que bon, au moins on en a fait une phase, on passe à un autre. Tiens, premier bumper. Did you know that people with guilty consciences are more easily startled by loud noises? OK, la phase 1. Commençons par la première. Hein? Legault nous dit on va prendre conscience de la situation. Ce qu'il veut dire ici, c'est qu'on va s'attarder sur les faits. Hein? Prendre conscience, c'est ça, là, la première phase, c'est sur les faits. C'est la plus longue, puis c'est normal, là, une belle décision éthique, une belle réflexion, ça part d'abord des faits, de recenser les faits, de voir ce qu'il en est. Première sous-étape, Legault vous dit on va inventorier les principaux éléments de la situation. Donc, pour le cas de Karen Duhamel, si on se prend une feuille, là, puis on se met à écrire les principaux éléments, on va dire que Karen, elle constate quoi autour d'elle? Il y a ses feuilles de calcul, il y a des traces dans le système. Donc, prendre en note là, tout ce qu'elle peut constater de visu et documenter tout ça. La deuxième sous-étape, Legault vous dit, on va recenser les faits, ce qu'on peut constater. Mais en B, on va aussi essayer de formuler le dilemme de façon très synthétique. Legault vous dit, si vous hésitez, c'est parce qu'il y a un dilemme. Essayez de le formuler de façon très condensée. Là. Pour Karen, à quoi ça ressemble son dilemme? Au tout début, là, elle voit les différences de calcul, elle constate les faits, puis elle se dit, est-ce que d'un côté, je pourrais entreprendre des démarches là, pour poser des questions, pour résoudre ce problème? Puis pourquoi? On le sent, c'est peut-être par souci d'intégrité, d'honnêteté, il y a quelque chose qui cloche. Ou l'autre décision contraire, c'est
de ne pas faire ces démarches-là, de ne pas poser des questions, de décider de se taire, parce que dans le texte sous-jacent, là, ce qu'on voit, c'est que il y a peut-être la peur de représailles ou l'impression de manquer de solidarité peut-être envers ses collègues, le sentiment de ne pas être assez solidaire ou loyal envers son employeur. Donc, c'est ça un dilemme. Hein? On le formule comme ça, là. Essayez de bien voir la tension éthique qui est à l'œuvre. Là. 2 bonnes décisions. À gauche, c'est bien. À droite, c'est bien. Puis, on essaie de coucher ça sur papier, là, voir c'est où que ça achoppe tout ça. Là. Pourquoi j'hésite à ce point-là? La 3e sous-étape, nous dit Legault, c'est de résumer la prise de décision spontanée. Donc, Legault, il vous dit, tu as un dilemme sur ta feuille de papier, là, écris ta décision instinctive. C'est important de voir d'où on part. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter là, bien au contraire. Hein, il va vous inviter à analyser, réfléchir, décortiquer tout ça. Mais d'abord, savoir d'où on part. Instinctivement, là, où j'en suis. Pour Karine Duhamel, peut-être qu'instinctivement, son réflexe, ce serait peut-être de se taire, peut-être, ou de se sauver à la course, peut-être. Mais c'est ça la décision instinctive. Là. Ça relève de nos réflexes, nos habitudes. C'est important au moins de savoir d'où on part. La 4e sous-étape, on est toujours dans la première phase, on se concentre sur les faits. 4e sous-étape, Legault vous dit, on va analyser la situation des parties concernées. Donc ça, c'est la partie, je dirais, la plus conséquentialiste de toute votre analyse. Là. Legault, il vous dit, prends tous les acteurs, les actrices de ton problème, tes collègues, tes patrons, ton client, mets tous leurs noms là, sur ta feuille de papier, puis essaie d'évaluer les conséquences. Hein, dans ton dilemme, là, à gauche, c'est bon, mais c'est quoi les conséquences sur toutes les parties prenantes? Puis à droite, c'est bon aussi, mais ça serait quoi les conséquences sur toutes les parties prenantes? Hein, pour Karen, les parties prenantes, là, c'est du monde. Là. C'est Yannick Gourde qui l'a mentionné, son patron, Monsieur Semidjan, l'entrepreneur en question, le MTQ, le public. Hein, il y a du monde, puis à chaque fois qu'on prend une décision, à gauche, à droite, quand on tranche le dilemme, il y a des conséquences positives et négatives sur chacune des parties prenantes. Puis quand vous allez faire cette analyse-là, là, je sais qu'il y en a plusieurs qui aimaient bien le conséquentialisme, là, mais là, vous allez l'haïr, le conséquentialisme, parce qu'il faut tout mettre ce monde-là sur une carte, sur une feuille plutôt. Puis c'est long, là, faire la liste de toutes les conséquences positives, négatives, les conséquences graves, moins graves, probables, improbables, peu probables. Puis on se tanne vite, je dirais, de faire tout ça, mais il faut quand même prendre le temps de le faire. Peut-être pas de faire toutes les conséquences, parce que sinon vous n'arrêterez pas sur toutes les parties prenantes. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de monde impliqué, mais peut-être les principales parties prenantes sur les principaux acteurs. Hein, donc les principales conséquences plutôt sur les principales parties prenantes. On peut se contenter, je dirais, de ça. Et on est rendu dans la 5e sous-étape. On est toujours dans la phase 1. Legault vous dit, on va analyser la dimension normative de la situation. Puis ça aussi, c'est important. Hein, quand on prend une décision, on va regarder, c'est quoi les lois, les normes qui encadrent ce genre de problème. Hein, Karine Duhamel, là, c'est quoi les lois, les règles, les normes qui encadrent un problème de ce type? Là? Quand on constate que les quantités déclarées ne sont pas les mêmes que j'ai à entrer dans mon système, c'est quoi les normes, c'est quoi les règles, qu'est-ce qu'on s'attend? C'est quoi mon contrat de travail? Qu'est-ce qu'on exige de moi? Qu'est-ce que mon code de déontologie me demande de faire? C'est quoi les règles en matière de comptabilité? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux pas faire? Donc, trouver les lois, les règles, les codes qui encadrent tout ça. Là. Puis, je dirais que pour certains, c'est une étape que vous n'êtes pas toujours bien formé en cette matière. Là. Il y en a plusieurs qui connaissent très mal le droit, les règles, les normes, alors que vous allez être bientôt baigné dans tout ça. Puis certains le savent, là, dans le système autour de vous, que vous n'êtes pas
très à l'aise avec ça. Ça dépend des professions, là. Mais il y en a plusieurs qui se disent, mon ingénieur, il connaît peut-être mal les lois, les règles, les normes, je vais peut-être essayer d'y en passer une. Ça se pourrait. Ça arrive. En tout cas, dans le cas de Karen Duhamel, il y en a peut-être qui a peut-être sous-estimé sa capacité à connaître la loi sur les ingénieurs. Donc voilà l'étape 1 de la grille de Legault. Legault vous dit, d'abord, avant toute chose, on va se concentrer sur les faits. On va recenser, analyser les faits. On va cerner le dilemme. On va penser aux conséquences. On va essayer de recenser les lois, les normes. Puis ça, c'est la phase 1 de l'analyse. On se concentre sur les faits. C'est intitulé « Prendre conscience de la situation ». This next test is very dangerous. To help you remain tranquil in the face of almost certain death, smooth jazz will be deployed in 3, 2, 1. OK, phase 2. On a analysé les faits. Après avoir analysé les faits, Legault vous dit, on va clarifier les valeurs en conflit. Hein? Donc, Legault vous dit, les faits, c'est important, mais là, c'est un problème éthique. C'est parce qu'il y a des valeurs d'impliquer. Puis pour les valeurs, Legault va vous dire, première sous-étape, mais déjà, essayez de voir les émotions qui sont dominantes. C'est en A, là, troisième, il y a 3 sous-étapes. La première sous-étape, on va se concentrer sur les émotions. C'est bien. C'est bien de partir de là, surtout dans une analyse rationnelle, d'essayer de voir émotivement, là, j'en suis où. Si on se met à la place de Karen Duhamel, puis on écrit cette phase-là là, sur notre feuille devant nous, mais il y a beaucoup d'anxiété qui est sûrement là, la peur de perdre son emploi, la peur du jugement des autres, du patron. Il y a sûrement aussi beaucoup de frustration, hein, d'avoir le sentiment d'être isolé, non entendu, trompé, hein, d'une certaine façon. Puis, parce que les émotions agissent aussi sur la raison ou sur notre rigueur, notre objectivité, mais je pense que c'est prudent de la part de Legault de vous dire, on va se concentrer sur les valeurs, mais à quelque part dans la grille, il faut se trouver un endroit pour déjà énoncer les émotions là, qui sont à l'œuvre et qui pourraient peut-être influencer la prise de décision. Deuxième sous-étape, Legault vous dit, en étant B, Legault suggère de recenser les valeurs agissantes. Hein? C'est-à-dire que ce sont les valeurs qui influencent vraiment la prise de décision. Puis ces valeurs-là, vous allez les trouver où? Mais vous allez les trouver, elles se cachent derrière les conséquences que vous avez trouvées dans la phase précédente. Les valeurs se cachent derrière les normes que vous avez identifiées dans la phase précédente. Il y a des phases, pour Karen Duhamel, il y a des phases qui se cachent dans les conséquences qu'elle pourrait anticiper. C'est-à-dire que si elle craint par rapport à sa sécurité, sinon à sa santé mentale, sa loyauté envers l'employeur, tout ça, là, ça fait partie, ce sont des valeurs. Là. Hein? Si on dit que ça nous préoccupe, si on dit que c'est important, c'est parce qu'on dit que ça a de la valeur. Donc, sécurité, santé, loyauté, solidarité envers les pairs, ce sont tous des valeurs. Si vous dites qu'il y a des conséquences positives, c'est que vous avez l'impression que la décision vous rapproche de ces valeurs. S'il y a des conséquences négatives, c'est que vous avez l'impression que la décision vous éloigne d'une valeur. Donc voilà comment on peut se servir des conséquences que vous avez tout juste trouvées dans la phase précédente pour trouver des valeurs. Il y a aussi des valeurs cachées, j'en parlais dans les normes, les règles. Si vous dites, mais telle norme, telle règle est importante, ça m'aide à cerner le problème, vous allez voir que dans toutes les normes que vous allez identifier comme étant pertinentes, il y a des valeurs qui sont là. Les normes, les règles, les lois sont souvent mises en place pour défendre certaines valeurs. Que ce soit la vérité, que ce soit la justice, l'honnêteté,
Derrière chaque norme, il y a ça. S'il y a un code du bâtiment, ben il y a une valeur sous-jacente qui est la sécurité. Hein? Donc, s'il y a un code de la route, c'est qu'il y a une autre valeur qui est la sécurité sur la route. Hein? C'est pas étranger. Le monde des valeurs puis le monde des lois ou du droit, ce n'est jamais très éloigné. OK, on a 2 sous-étapes. La troisième sous-étape de la deuxième phase, j'espère que vous me suivez toujours. Le Go vous dit, on va identifier le principal conflit de valeurs. Puis ça, c'est important. Dans n'importe quel dilemme éthique, si c'est un dilemme, c'est parce qu'il y a 2 valeurs qui sont en conflit. En fait, vous allez en trouver plusieurs, là, mais je vous demande de faire l'exercice de condenser le dilemme, de le réduire à une belle tension entre 2 valeurs. Donc, un dilemme, c'est ça. Dans le cas de Karen Duhamel, ben, si elle hésite, c'est parce qu'il y a un dilemme. Puis s'il y a un dilemme, il y a 2 valeurs qui s'affrontent. Hein. Puis si elle décide de rien faire, ben c'est parce que peut-être qu'elle a décidé de privilégier la sécurité d'emploi, la loyauté envers l'employeur, j'en parlais un peu plus tôt. Mais si elle décide d'agir, hein, c'est l'autre partie du dilemme, mais c'est d'autres valeurs. Donc il y a la valeur de justice peut-être ou de protection du public, du trésor public, en tout cas le bien public, par honnêteté, par respect des lois. Ça fait partie des valeurs importantes. Puis à la fin, si on résume son dilemme avec un conflit de valeurs, ben, ça pourrait ressembler à ça. Ça pourrait être la vérité contre la loyauté envers l'employeur. Voilà. Alors, en résumé, on est toujours dans la deuxième phase. Le Go vous dit, dans cette deuxième phase, ce qu'on va faire, c'est on va clarifier les valeurs en conflit. Puis pour ça, ben, il vous demande d'identifier les émotions dominantes, de nommer les valeurs, de les trouver là où elles se cachent, je le disais, là, dans les conséquences, mais aussi dans les normes, dans les lois. Puis enfin, cerner ce conflit de valeurs, essayer d'arriver à un beau conflit entre 2 belles valeurs. C'est pour ça qu'il y a un dilemme éthique, puis ça permet de le mettre là, ici, sur cette belle feuille de papier. Bon, m'écoutez-vous encore, là? Ça fait 2 phases. Les 2 premières sont un peu plus longues. On lâche pas. Tiens, je vais déjà vous donner l'indice de la semaine, c'est pour l'indice de cet épisode du podcast pour vous réveiller. L'indice cette semaine, ce sera la grille de Georges Auguste Legault. C'est son nom, là, quand on le dit tout au long. La grille de Georges Auguste Legault. OK, on continue. On est rendu à l'étape 3 de la grille de Georges A. Legault. Pour le cas de Karen Duhamel, je vous rappelle là, ce qu'on a fait. Bon, on a analysé les faits dans la phase 1. On a identifié le conflit de valeurs dans la phase 2. Et Legault vous dit, dans la phase 3, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une décision raisonnable. Ben oui, on a identifié les faits, on a cerné le dilemme. Maintenant, il faut prendre une décision. C'est-à-dire que on va décider c'est quoi la valeur qui va avoir préséance. C'est ça une décision éthique. Là. C'est ça que Karen va faire lorsqu'elle prend cette décision éthique. Elle va décider de prioriser une valeur par rapport à une autre. C'est ça qui fait mal. On priorise une valeur, ce qui fait qu'il y a une autre valeur qui va en souffrir. Pour Karen, elle, si elle choisit la vérité, la justice, c'est peut-être la loyauté envers son employeur qui va en souffrir, ou sinon la solidarité envers ses collègues. Là, c'est ce qu'on craignait, puis c'est ce qui va arriver. Hein. Donc, une décision éthique, c'est ça exige un sacrifice. On priorise une valeur. Donc, on va parler de valeur prioritaire. Il y a une autre valeur qui va être sacrifiée. On va parler de valeur secondaire. Puis il faut avoir toujours ça en tête, là. Quand notamment lorsque vous allez mettre en œuvre votre décision, c'est là où ça devient important, c'est-à-dire que quand vous allez mettre en œuvre votre décision, il va falloir penser à cette deuxième valeur, là. C'est ça qui va être sacrifié, puis dans la mise en œuvre de votre décision, il va falloir penser à des éléments de mise en œuvre pour réduire peut-être
les conséquences sur cette deuxième valeur là, qui a été sacrifiée, là, cette valeur secondaire. C'est là où on va parler de conséquences négatives, qu'on va essayer de réduire ces conséquences négatives-là, parce que c'est aussi une valeur importante pour nous. La loyauté envers les collègues, la solidarité, c'est aussi une valeur. On a décidé de prioriser l'honnêteté, la justice, mais il va falloir penser aussi aux conséquences sur la deuxième, la valeur secondaire, puis j'y reviendrai plus tard là, dans la mise en œuvre, c'est là où ça va se passer. Donc, en A, première sous-étape, Karen identifie une valeur qui a préséance. C'est ça, prendre une décision éthique. Karen doit ensuite, en B, elle doit penser à identifier un argument, ou quelques arguments qui vont justifier la valeur prioritaire. J'ai décidé de prioriser la loi, la justice, la vérité. Pourquoi? C'est ça, là. Penser à des raisons qui justifient cela. On a décidé de prioriser une valeur, mais c'est pas arbitraire. Il y a des arguments qui peuvent vous aider à prioriser une valeur. Si c'est la vérité que vous avez décidé de prioriser, pourquoi vous avez décidé de prioriser la vérité? Pourquoi vous avez décidé de le faire même au détriment de la collégialité ou du sentiment de solidarité ou de loyauté envers votre employeur? Créer des arguments, c'est ça. C'est pour ça qu'on parle de philosophie morale, d'argumentation. C'est pour ça au deuxième module plutôt, on a parlé de déontologisme, de conséquentialisme, et d'éthique de la vertu, parce que c'est ça que vous devrez faire ici. Là. Trouver des arguments. Trouver des arguments pour justifier, si c'est la décision de Karen, trouver des arguments pour justifier pourquoi Karen doit décider de dire la vérité, si c'est ça sa décision. Puis des arguments, vous allez en trouver. Bon, ça pourrait être un argument déontologique, si on s'inscrit dans le courant déontologique, ce serait de dire, ma décision elle est bonne parce qu'elle est cohérente avec le code de déontologie professionnelle, parce qu'elle respecte la loi sur les ingénieurs, parce que ces lois-là sont là pour donner une certaine forme de stabilité sociale, assurer la justice, la protection du public. Ça pourrait être un argument conséquentialiste en disant cette décision-là, c'est la meilleure parce qu'il y a des conséquences positives importantes. Les voici. Dans la première phase, vous avez trouvé toutes sortes de conséquences positives. Là, c'est là qu'on les met en valeur ou ça nous permettra d'éviter certaines conséquences négatives. Puis c'est là aussi on peut les mettre en valeur. Donc, c'est pas théorique tout ça, là. C'est de l'argumentation. Il y a une décision qui a été prise. Puis les courants argumentaires, il y en a pas 25, là. Conséquentialisme, déontologisme, éthique de la vertu. J'ai pris cette décision. Éthique de la vertu, ça ressemblerait à quoi? J'ai pris cette décision-là. Pourquoi? Parce que ça respecte telle valeur ou c'est cohérent avec telle valeur qui, elle, est au cœur des lois, des normes qui m'encadrent. Cette valeur-là de vérité, elle est au cœur de mon code de déontologie. Et voici telle norme qui a été écrite même exactement pour défendre cette valeur-là de vérité. Donc là, ici, c'est un argument de l'éthique de la vertu parce que mon ordre professionnel me demande d'agir comme un professionnel. Puis un professionnel, c'est un comportement qui est aligné ou qui est guidé par ses valeurs. Ça aussi, c'est une façon d'argumenter dans l'esprit de l'éthique de la vertu. Voilà, ça ressemble à ça, un argumentaire. Ça ressemble à ça, des arguments. C'est pas théorique, on en a fait des arguments là, dans le module 2. C'est juste de communiquer, de se réaligner, de réinvestiguer ce module 2 là, pour trouver les principaux arguments que vous pourriez déployer. Puis en C, on est toujours dans la troisième phase. On va résumer peut-être. Donc, en A, on dit choisir une valeur prioritaire. En B, on dit trouver les arguments pour justifier pourquoi on a priorisé une valeur. Et en C, le go vous dit, ça serait important de penser à la mise en œuvre de votre décision. Donc, que doit faire Karen pour s'assurer que sa décision ait les effets escomptés? Préciser les modalités de l'action. J'ai une bonne décision, j'ai décidé de prioriser telle valeur, j'ai des bons arguments pour justifier cette décision-là, mais comment je vais faire pour la mettre en œuvre, cette décision-là? Qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi les actions que je dois poser?
Ça aussi, vous aurez éventuellement, c'est important d'y réfléchir à cette phase, dans cette troisième étape de la phase 3, parce que vous allez avoir besoin de ça aussi dans le TP2 quand je vais vous demander les éléments de mise en œuvre. Là. C'est là où vous allez les retrouver. Puis les éléments de mise en œuvre pour Karen, mais Karen, on le voit là, c'est un peu ce qu'elle a fait, le communiquer avec l'OIQ pour avoir du soutien. Ça fait partie de la mise en œuvre de sa décision. Demander des conseils autour d'elle, demander du soutien juridique. Ça aurait pu être prévenir le MTQ de ses doutes, ou en tout cas, c'est ce qu'elle a fait un peu, là, partager ses doutes avec celles et ceux qui l'entouraient, prévenir son employeur de ses démarches, exiger des changements, prévenir les autorités compétentes. Donc, elle a essayé tout ça. Ça fait partie de la mise en œuvre de sa décision. Puis le go vous dit, cette étape-là, c'est dans la troisième phase, la troisième sous-étape. C'est là où on doit penser aux modalités de l'action qui sera entreprise. Et donc, la phase 3, en résumé, ben c'est ça. On prend une décision raisonnable. Donc, une décision, on priorise une valeur, on trouve des raisons d'agir, on pense à la mise en œuvre. Dans la phase 1, on a analysé les faits, on a cerné le conflit de valeurs, on a pris une décision, on a priorisé une valeur, on a pensé à la mise en œuvre de notre décision. Donc voilà, on avance déjà un peu plus. You really are doing great. Et quatrième phase, le go l'intitule « Établir un dialogue avec les parties concernées ». Ici, bon, il parle de dialogue, là, mais je vous dirais que c'est la quatrième phase, c'est un peu ça, mais en même temps, c'est surtout un dialogue avec soi-même. Je dirais que la quatrième phase, c'est une phase d'analyse. On se prend un pas de recul, puis on réfléchit aux forces et aux limites, je dirais, de notre décision pour éventuellement être capable d'en parler, de dialoguer avec les autres parties concernées. Donc, le go vous dit, d'une certaine façon, fait déjà en A, il vous dit, ça c'est son petit jargon, là. Faire une réflexion critique sur le caractère universalisable des raisons d'agir. Donc, faire une réflexion, c'est bien. Critique, on regarde sa propre décision, on va l'analyser de façon critique, puis on va essayer d'évaluer dans quelle mesure ma décision, elle est universalisable. Dans quelle mesure elle pourrait être toujours bonne, cette décision-là? Est-ce qu'elle est toujours bonne ou est-ce qu'elle est seulement bonne ici? C'est quoi les critères? C'est quoi les éléments de contexte qui fait que ma décision, elle est bonne en ce moment? Ou c'est quoi les éléments de contexte qui me permettraient de généraliser la force ou ma décision que je suis en train de prendre? C'est un peu ça que le go vous dit à la toute fin de cette analyse. On a pris une bonne décision, on a analysé les faits, on a vu le conflit de valeurs, on a priorisé une valeur, on a des bonnes raisons d'agir, on a pensé à la mise en œuvre de tout ça, mais à la fin, il faut regarder aussi la force de notre décision. C'est quoi les forces, c'est quoi les failles de cette décision? Puis le go vous dit, pour évaluer la force de notre décision, il nous suggère 3 critères pour examiner puis mesurer cette force de cette décision. Donc 3, puis là, ça arrive à la toute fin, là. Tiens, je vais mettre un autre bumper ici, là. This sentence is false. Don't think about it. Don't think about it. Don't think about it. Bon, Don't think ça about arrive it. à la toute fin, puis vous êtes peut-être un peu fatigué. Mais il y a 3 critères, puis ces 3 critères-là sont importants aussi. Là, c'est peut-être les critères les plus intéressants de façon analytique, là, quand on prend une décision, comment on mesure la force de cette décision-là. Il y a plusieurs critères, mais le go vous en propose 3. Puis je vous invite à être très attentif à ces 3 critères. Le premier, c'est le critère d'impartialité. C'est-à-dire qu'une bonne décision, idéalement, c'est une décision qui pointe vers l'impartialité. Est-ce que Karen, elle est impartiale? Elle prend une décision, mais est-ce qu'elle est impartiale? Vous savez, Karen, elle fait partie, elle est partie prenante au problème. Ça se peut bien que Karen décide de sauver sa peau. C'est probablement la décision que plusieurs d'entre vous auraient prise. D'abord, sauver ma peau. Mais c'est le problème. Quand vous allez arriver à ce critère-là, quand vous allez évaluer dans quelle mesure la décision est impartiale, vous allez arriver au constat que
elle peut pas être vraiment impartiale parce que c'est moi qui ai pris dans le problème, puis ça se peut que je décide de choisir mon propre parti, ma propre sécurité. Puis ça vous posera aussi des questions supplémentaires, c'est-à-dire que si vous êtes partie prenante, ben vous êtes un peu en conflit d'intérêts. On y reviendra un peu dans les autres, j'ai un module sur le conflit d'intérêts, mais ça pourrait être tentant de sauver votre peau. Donc, comment on fait pour s'assurer que la décision, elle soit la plus impartiale possible? Puis ça, quand vous arrivez à cette partie-là de l'analyse, ben, ça vous permettra de penser à d'autres mesures de mise en œuvre. Si je suis partie prenante, est-ce que je ne pourrais pas faire valider ma décision par une partie externe qui, elle, n'est peut-être pas impliquée et qui donc sera plus impartiale? Voilà. Donc, critère d'impartialité, super important. S'assurer d'être le plus impartial possible. C'est sûr que la parfaite impartialité, vous y arriverez jamais, mais comment on fait pour qu'elle gagne? Qu'elle soit de plus en plus impartiale, qu'elle gagne, qu'elle prenne de moins en moins parti. C'est ce que ça veut dire. Le deuxième critère, Legault vous dit, il y a le critère de réciprocité. Donc, réciprocité, c'est l'idée qu'une bonne décision, c'est une décision qui pense à l'autre. On doit, lorsqu'on prend une décision éthique difficile, délicate, penser à la personne ou la partie qui va subir les contre-coups de notre décision. Puis à ce moment-là, se demander, ces conséquences négatives, est-ce qu'elles sont justifiées? Donc pour Karen, c'est assez simple. Avec la décision qu'elle a prise, il va y avoir des conséquences négatives sur plusieurs personnes. Donc ses collègues, ses patrons, l'entrepreneur en tant que tel. Est-ce que c'est justifié que ces personnes-là subissent des conséquences négatives? Je pense qu'on pourrait dire que oui, il y aurait de très bons arguments qu'on pourrait déployer ici. Mais surtout, ça va lui permettre de bien mesurer peut-être les risques qui sont associés à sa prise de décision. Je me mets à la place de l'autre. C'est sûrement mes patrons qui vont subir les conséquences négatives. Comment vont-ils réagir? Est-ce que c'est justifié? Se mettre à la place de l'autre. Des fois, c'est une personne qui va subir des conséquences négatives sans avoir rien fait de mal. Des fois, c'est des conséquences négatives que subiront des personnes qui ont parfois posé des gestes forts maladroits. Mais c'est ce que Legault vous demande de réfléchir. À la fin, votre décision, pensez à celles et ceux qui vont subir les contre-coups de votre décision. Troisième critère, Legault vous dit, pensez le critère d'exemplarité. Legault, il va terminer sa grille avec ce critère-là. Donc, il y a un critère d'exemplarité. Qu'est-ce qu'on veut dire ici? C'est réfléchir à la portée et la généralité ou la portée générale, je dirais, de votre décision. C'est-à-dire, Legault vous demande en toute fin, est-ce que vous avez pris une bonne décision, vous avez de bonnes raisons d'agir, vous avez de bons arguments. Est-ce que ces arguments seraient valables face à d'autres cas semblables? Donc, c'est une réflexion super intéressante, ce critère d'exemplarité. C'est l'idée d'évaluer la portée de ma décision. Donc, est-ce que cette décision-là peut s'appliquer à d'autres cas semblables? C'est exactement ce que fait un juge quand il rend son jugement. J'ai rendu ma décision. Maintenant, ma décision, dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait l'appliquer à d'autres cas semblables? Puis ça va vous permettre, entre autres, de faire des recommandations. Quand vous réfléchissez à un problème éthique, à la fin, vous avez pris une décision, puis là, on peut réfléchir à, OK, ma décision est bonne, mais est-ce qu'elle pourrait s'appliquer à d'autres cas qui ressemblent aux problèmes que moi j'ai analysés? Puis oui, à quoi ça ressemblerait, ces problèmes semblables? C'est quoi les critères pour dire que ces problèmes-là sont semblables? C'est quoi les critères ou les arguments que j'ai déployés que je pourrais reprendre pour résoudre ces problèmes semblables? Donc, c'est un beau critère qui est une belle réflexion. C'est un peu méta tout seul, mais c'est important d'arriver à la fin. En tout cas, si on veut faire un peu de philo morale, je prends une décision, je pense qu'elle est bonne, mais à la fin, dans quelle mesure cette décision-là, elle est bonne?
3 critères. Exemplarité, impartialité et réciprocité. Et on serait rendu à la toute fin de la phase 4. Et la phase 4, elle se termine comment? C'est écrit « Formuler et présenter une argumentation complète permettant de justifier sa position ». Puis ça, c'est quoi? C'est exactement l'objectif du TP2, donc le rapport décisionnel, la deuxième phase du TP2, formuler, j'appelle ça un rapport décisionnel pour ça, là, un rapport dans lequel vous allez formuler et présenter une argumentation complète permettant de justifier votre décision. Donc ça, c'est le rapport décisionnel. Ça s'en vient. On n'est pas encore là, mais c'est à la toute fin de la phase 4 de la grille de Legault. Établir un dialogue avec les parties prenantes, nous dit Legault, mais à la toute fin, formuler, présenter. Plusieurs, quand vous allez arriver à la fin de l'analyse, là, il y en a plusieurs qui vont me dire « J'arrive à la fin, puis qu'est-ce qu'il faut faire là? » Ben, vous pouvez juste écrire « Voir rapport décisionnel » parce que c'est ça que je veux à la toute fin. Donc, la dernière étape, là, c'est ça qu'on va faire. On va rédiger un rapport décisionnel dans lequel vous allez expliquer tout ça. Hein, si votre TP1, disons, si c'était le cas de Karen Duhamel, ben votre TP2, ce serait l'analyse qu'on vient de faire ensemble, que vous pourriez mettre en annexe, et un rapport décisionnel, c'est-à-dire qu'à la toute fin, vous le voyez là dans la dernière phase, un rapport décisionnel de 10 pages, ça va être ça, là, votre TP2. Un rapport dans lequel vous allez décider pourquoi la décision de Karen Duhamel, c'était la bonne décision, c'est quoi ses arguments, c'est quoi les gestes qui lui restent à poser, c'est quoi les recommandations qu'elle pourrait faire pour éviter que ce genre de problème se reproduise ou pour peut-être des recommandations pour résoudre plus aisément ce genre de problème. Puis vous le voyez là, cette analyse à l'aide de la grille, ce serait à la fin, donc en annexe de votre TP2, et le rapport décisionnel, c'est ça. Là. Vous êtes prêt, dans le fond, à la fin de votre analyse, vous êtes prêt à rédiger votre rapport décisionnel. Expliquer pourquoi votre décision elle est bonne. C'est quoi vos arguments? C'est quoi vos éléments de mise en œuvre? Comment vous allez faire pour mettre en œuvre votre décision? C'est quoi les recommandations? Et ça, je vous expliquerai ça éventuellement quand on arrivera à la rédaction du rapport décisionnel. Pour l'instant, concentrons-nous sur l'analyse à l'aide de la grille. Nice job breaking it, Hero. Voilà, c'est tout. 4 belles phases dans une belle grille d'analyse proposée par Georges A. Legault. Puis pour analyser votre TP1, c'est le beau TP1 que vous m'avez produit et déposé ce dimanche, vous allez devoir l'analyser à l'aide de cette grille, c'est-à-dire que vous allez devoir 1. Analyser les faits, 2. Clarifier les valeurs, donc trouver les valeurs qui se cachent là, derrière les conséquences, les normes que vous avez trouvées en 1. En 3, prendre une décision éthique, donc prioriser une valeur, trouver des raisons pourquoi on a priorisé telle valeur, penser aux actions que vous devrez poser pour mettre en œuvre cette belle décision-là. Puis à la fin, une belle, donc on dit établir un dialogue réel, là, mais c'est plutôt prendre une distance critique par rapport à votre propre décision. Là. C'est ce que Legault parlait d'universalisation. Là. Essayez de voir dans quelle mesure votre décision elle est universalisable, généralisable, dans quelle mesure elle a des forces et des failles que vous pourriez peut-être colmater. Voilà, c'est tout. Je parle beaucoup, mais cette grille, faut l'expliquer, faut la comprendre. Vous pouvez lire aussi les explications de Legault, puisque non seulement vous allez en avoir besoin pour résoudre votre TP2, mais aussi, rappelons-le, aussi quelques questions à l'examen là, sur cette belle grille d'analyse. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Bravo encore pour votre écoute des podcasts. Déjà 4 podcasts au complet à écouter votre prof. Prenez soin de vous. Allez, bye bye.